Dans cet épisode de Dans l'œil du photographe, nous allons parler du fait d'avoir eu un papa photographe et d'avoir grandi dans la photo, de ne pas penser à la technique, du lien entre le marché d'art et la publicité, de mélanger la pop culture et le classicisme, d'être ambassadeur de marque et partenaire d'une marque, d'éviter de devenir un con en traitant les autres de cons, d'ennui, d'errer dans les rues pour faire des photos. Mais surtout, on va raconter aux plus jeunes d'entre vous ce que c'est que d'avoir été un gosse des années 80 qui s'asseyait des après-midi entières à la Fnac pour bouquiner des BD. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Malo. Bonjour Malo. Bonjour Julien. Merci de me recevoir dans ton studio aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir dans ton émission. On fait un enregistrement à l'extérieur aujourd'hui pour ceux qui ne suivent pas. Normalement, on enregistre chez moi, mais en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Et quand j'ai des invités qui ont la chance d'avoir un beau studio, j'en profite et je vais découvrir un petit peu leur espace de vie. Et donc là, on est chez toi. Si tu veux nous en dire un petit peu plus peut-être sur cet endroit. Voilà, on est porte de Montreuil, donc c'est le studio dans lequel je suis installé depuis 1 an à peu près. Voilà, on est 5 photographes à se partager ce bel espace qui fait un plateau d'une centaine de mètres carrés et un petit espace post-prod. Oui, il y a de la place pour s'amuser en tout cas. On a de quoi pour faire des belles choses. Alors, la question qu'on m'a le plus posée quand j'ai dit aux gens qu'on allait enregistrer un épisode ensemble, et elle est très, très, très drôle. Bizarrement, en fait, je la trouvais un peu bête. Et finalement, en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas si bête que ça. Est-ce que c'est ton vrai nom, Malo ? Alors, c'est le diminutif de mon nom de famille, Maloberti. Et de mon prénom, Eric, mais que j'utilise pas. Personne ne m'appelle Eric. Voilà, donc tout le monde m'appelle Malo. Ma femme m'a connu sous le nom de Malo. Et voilà, tout le monde m'appelle Malo. Étonnamment, oui, c'est vrai que c'est extrêmement difficile à trouver comme information en ligne. Je pensais que c'était fait exprès, tu m'as dit que non. En fait non, ça s'est fait comme ça, et puis c'est entre amis, on s'appelait comme ça par des diminutifs de nos noms de famille, puis c'est resté, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui on m'appelle Eric dans la rue, je me retourne pas, quoi. Et accessoirement, tu es en concurrence avec la ville de Saint-Malo. C'est ça. On fait une recherche Google. Par contre, ouais, là je me tire un peu dans les pattes. D'un point de vue SEO, c'était pas génial. Non, ça collait pas. Si je te demande de te présenter rapidement, de faire ton elevator pitch, tu sais, cette petite présentation rapide, tu as quelques étages pour te présenter au grand patron de la boîte. Qu'est-ce que tu dis ? Je suis un ancien directeur artistique, c'est-à-dire que j'ai été graphic designer pendant des années, pendant à peu près une 20aine d'années, où j'ai fait des pochettes de disques pour Indochine, Patricia Cass, des affiches, beaucoup d'affiches dans le culturel, que ce soit le Parc de la Villette, Paris Musée, pour des événements comme le Off d'Avignon, donc pas mal de choses comme ça. J'ai grandi dans l'image, j'avais un père photographe, portraitiste, pour le grand public, donc en direct avec les gens, directement avec les gens, contrairement à moi où je vais soit bosser en pub aujourd'hui, soit sur des projets perso, donc une relation complètement différente. Et voilà, donc j'ai grandi dans la photo, mais je me suis orienté dans l'image avec la création, c'est-à-dire l'envie de partir de la page blanche et de créer un visuel pour un événement. Et puis, vers les années 2010, l'envie de reprendre un appareil, de raconter mes propres histoires, c'est-à-dire de travailler plus pour un client, mais pour moi. Et j'ai eu envie de le raconter via la photo. Donc j'ai commencé à refaire quelques séries photos pour moi qui, j'ai eu la chance qu'elles soient reconnues en galerie, et donc j'ai basculé, j'ai refait une reconversion professionnelle de DA, enfin de designer graphique à photographe. D'accord, tu étais sur des domaines qui étaient quand même proches, entre guillemets. On est dans l'image. On reste sur les mêmes références culturelles, on va dire. Avec des codes différents, parce que c'est vrai que j'avais tendance à maltraiter beaucoup plus l'image en tant que graphiste, c'est-à-dire que je ne me souciais pas du pixel, je pouvais le trashouiller, le maltraiter. En photo, on est un petit peu plus puriste, c'est-à-dire qu'on soigne le dégradé, on respecte la matière. Dans le détail, surtout quand tu es en studio, je pense que si tu ne penses pas au détail, il y a peut-être un petit problème de fond. Oui, tout à fait. Non, ça change la perspective. Aujourd'hui, ton activité, c'est quoi ? Alors j'ai vraiment la double activité, c'est-à-dire que j'ai d'un côté mon travail artistique qui était ma motivation première en reprenant la photo,
et qui me permet aussi d'accéder dans le monde publicitaire à un travail de commande. Donc on me connaît via des collectionneurs, des amateurs d'art, et du coup en pub sur des campagnes, parce qu'on voit mon travail personnel et qu'on l'imagine pour d'autres projets. T'es également, tu fais des photos de mode, j'ai vu sur ton site. Un petit peu. Alors là, pour le coup, en fait, plein de choses m'intéressent. J'ai une curiosité, ça a toujours été pour plein de choses, mais en tout, hein, en art, en n'importe quoi. Et ça se retranscrit aussi dans mon travail. Donc j'ai fait un petit peu de mode, mais malgré tout, ça reste avec mon point de vue qui est toujours un peu narratif et un petit peu sociétal. Par exemple, j'ai fait une série de mode qui s'appelle Face cachée, où j'entarte la mode, parce que je dis on aime la mode et on aime la détester. Donc voilà, donc je fais de la mode, mais avec avec une histoire. Alors justement, c'est le petit fil conducteur, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'entretien, mais le petit fil conducteur que j'ai trouvé entre toutes les différentes types de photos que tu peux faire, c'est cet humour qui n'est pas toujours visible au premier abord d'ailleurs dans certaines séries, mais si tu regardes bien, tu vas toujours le retrouver. Il peut être très très noir aussi, cet humour. Mais il y a toujours un petit trait d'humour qui se retrouve dans tout ce que tu fais. Et on y reviendra après parce qu'on va parler plus précisément de certaines séries. Tu es également ambassadeur Fuji. Oui. Et je crois d'autres marques également. Oui, Profoto et Epson. Voilà, en fait, ambassadeur, c'est bien, hein, ça fait une belle carte de visite, mais ce sont surtout des partenaires. Donc voilà, c'est des gens avec qui je travaille, que je suis moi allé chercher pour des qualités techniques. Et effectivement, ce sont des gens qui me donnent la possibilité de réaliser mes projets parce que j'ai accès du coup à du matériel prestigieux. Alors Fuji avec le moyen format, le GFX 100 millions de pixels, hein, qui est vraiment incroyable. Profoto pour la qualité de la lumière bien évidemment, et Epson pour la qualité des tirages. C'est-à-dire que, voilà, comme je dis à chaque fois, un projet c'est de la base à la finition, et si à un moment donné il y a un élément qui fait défaut, c'est le projet qui en pâtit. Donc on peut très bien imaginer qu'on peut faire une magnifique photo, si on la tire sur un mauvais support, ça fonctionnera pas. Et de la même façon, à tout niveau, ça doit être, on doit respecter, je dirais, ses engagements. Alors après, les engagements de qualité, là, je dirais ça pour mon travail, parce que j'ai un style et j'ai une envie. Mais après, on peut très bien faire des photos, je dirais, à l'arrache et être très engagé. Enfin, je me perds un petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est que ça reste subjectif et qu'il faut être conforme, je dirais, à sa vision, voilà, tout simplement, et qu'après il n'y a pas de règle. On va passer à une petite série de questions rapides, donc une trentaine de secondes pour répondre à chaque question, à part une qui est celle sur tes photographes préférés où tu as un peu plus de temps. Ton premier appareil, numérique ou argentique? Alors, c'était un argentique et c'était un FM2 Nikon. Ouh, ça fait longtemps ça. Oui, ça fait longtemps, mais je ne suis pas tout jeune. Comment est-ce que tu as appris la photo? Alors, j'ai appris la photo, j'ai deux étapes dans ma vie de photo. Avec mon père, beaucoup en argentique. Il était photographe. Il avait son laboratoire noir et blanc et couleur, ce qui n'était pas si courant que ça. C'était en quelle année? Oh, ça, c'était dans les années... c'était quand j'étais gamin, donc c'était dans les années 80. Et en fait, donc, jusque dans les années début 90, voilà, il était photographe. Ensuite, il y a eu une phase dans sa vie qui fait que, du coup, ça a été un moment difficile pour lui, qui fait qu'il a dû arrêter la photo. Donc moi, j'ai fait beaucoup de laboratoires avec lui, parce qu'un peu plus jeune, donc de prise de vue et autres, mais sans travail de lumière. Par contre, il m'a aiguisé l'œil et j'ai repris la photo. Donc j'ai toujours fait un petit peu de photo, mais j'ai repris par la suite la photo dans les années 2010, au début, avec du 24-36, pour aller vers du moyen format. Voilà. Alors justement, c'était ma question suivante, tu l'as devancée. APS-C, full frame ou moyen format? Et c'est une question que j'ai mis là que pour toi, parce que je sais que la réponse va être intéressante. Ouais. Alors moi, c'est très clairement du moyen format. En fait, c'est pour une raison simple. Je fais des tirages grand format. Et puis, encore une fois, c'est une question de couleur. Tout est une question... Ouais, tu vois, Salgado, par exemple, lui, il va aller travailler en photoreportage. Il ne va pas y aller avec un moyen format. Donc, ce n'est absolument pas une question de qualité. C'est une question de contexte et une question de finalité.
Donc moi, dans mon travail, je fais des formats. D'abord je fais de la photo posée, c'est de la photo mise en scène, donc je prends le temps. Donc j'ai pas de souci d'avoir un appareil d'avoir un besoin d'un appareil très léger, très maniable. Même si on en reparlera pour le GFX 100, m'a apporté énormément de choses là-dessus. Donc je pose ma photo, je prends le temps. Et ensuite, je fais des tirages grand format. Donc voilà, ça me permet, le moyen format, d'avoir une qualité en tant que pixel, mais pas que, surtout en termes de dégradé d'image, de dynamique dans l'image, c'est-à-dire avoir beaucoup d'informations dans les noirs, dans les blancs, ne jamais boucher, ne jamais brûler, et d'avoir une plage colorimétrique incroyable. Donc clairement, moyen format. Plutôt zoom, plutôt focal fixe? Là, alors moi, c'est pas du tout des questions que je me pose, dans le sens où c'est ce que je vais avoir sous la main, et c'est là que je m'en moque en fait. En fait, d'une certaine façon, je me moque de la technique. Pourtant, je la connais, hein, mais elle ne m'intéresse pas, sauf pour qu'elle ne soit pas un frein dans mon travail. La technique, c'est quelque chose qu'on doit apprendre pour l'oublier. Ça, c'est ce que disait Jean Loussieff. Et on doit l'apprendre, et moi je rajouterais, c'est ça, c'est-à-dire que la technique ne doit pas être un frein dans notre propre travail. Donc j'ai besoin de la technique et je la maîtrise pour ça, pour aller là où je veux aller sans encombre. Par contre, c'est pas ce à quoi je pense. Et alors du coup, focal fixe ou zoom, un zoom peut être très pratique selon certains travaux. Une focale fixe peut être une contrainte qui peut être enrichissante parce qu'on est obligé de s'adapter. Donc en fait, peu importe ce que j'ai sous la main et je fais avec. Malgré ça, est-ce que tu as une ou des focales de prédilection? Est-ce que si tu regardes ton travail, il y a des focales qui ressortent plus? En fait, j'en ai deux. Je vais avoir enfin, c'est simple, c'est soit grand angle, parce que comme je fais des scènes assez larges en général et que je fais à la fois les personnages et le lieu, là, je suis en grand angle. Alors, ça peut aller du 24 au 35, peu importe. Là, je fais des... Oui, tu fais les raccourcis en 24-36 pour que les gens comprennent exactement. Bien. Et sinon, ça va être des focales portraits entre 80 et 120, selon véritablement. Après, voilà, j'ai pas vraiment de nécessité, enfin de prédilection pour une spécifiquement. Voilà, ça va dépendre. Tu t'adapteras à ce que tu as en fait sous la main. Et du lieu, de ce qui va. Quand j'ai un lieu qui est très grand, et je vais aller vraiment augmenter ma focale. Après, bien évidemment, je vais éviter dans les grands angles de déformer mes bords. Donc ça, c'est des choses auxquelles je vais faire très attention. La déformation, parce que sur les personnages, c'est pas très beau, ou dans ces cas-là, je vais faire attention à ce que mes personnages soient centrés dans mon image, voire je vais recropper pour éliminer la déformation, d'où encore l'intérêt d'être là sur un 100 millions de pixels, voilà, pour pas perdre en qualité. Donc voilà, je vais vraiment m'adapter à ce genre de choses. Mais idéalement, je dirais, si j'ai quand même des préférences, même en grand angle, j'aimerais tout travailler l'équivalent 50 mm. C'est-à-dire, je cherche à obtenir la vision humaine sur une scène même faite au grand angle. Du réaliste. Ouais. Plutôt lumière naturelle, plutôt flash? Alors, moi, je vais beaucoup travailler au flash. Par contre, au niveau du rendu, je vais essayer d'obtenir une lumière le plus naturelle possible. Alors, ça va dépendre aussi de ce que je veux faire. Moi, je suis un graphiste à la base, hein. Donc, si je vais travailler en studio et que je veux quelque chose de graphique, je vais jouer mon flash et je vais le faire de façon graphique. Donc là, il va être très visible et ça, c'est ce qui va me plaire. Quand je vais faire une scène, je vais composer ma lumière, en fait, parce que la lumière du jour, le problème, elle a le défaut de bouger. Oui. Donc, gros défaut. Oui, voilà, et comme mes scènes vont prendre un certain temps, j'ai besoin de maîtriser cette lumière. Donc, je vais me créer une lumière naturelle, mais qui est fixe. Voilà, sinon, après, encore une fois, la lumière reste de la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Mais savoir se servir d'un flash, c'est justement qu'on ne se rende pas forcément compte que tu t'en es servi. Oui, voilà. En fait, j'y reviens sur la technique. Alors, on peut parler de flash, on peut parler bien évidemment du boîtier, mais on peut parler aussi de la post-prod. Le but, c'est pas de faire de la technique pour la technique, c'est pas de faire de la post-prod pour la post-prod ou de la lumière artificielle juste pour dire j'ai mis 5 flashs ou plus. On s'en fiche. C'est vraiment pas le propos. Ce qui est important, c'est de faire ce que l'on souhaite et de pas être bloqué en disant voilà, là, j'ai pas pu parce que j'ai pas su. Et ça, c'est frustrant. Moment réel ou moment posé? Posé pour le coup, posé. Et alors c'est terrible parce que justement, c'est pour ça que je parlais de mon père en disant qu'il travaillait pour le grand public, parce qu'en fait, il travaillait pour des gens qui venaient lui commander des photos pour eux. C'est-à-dire qu'il photographiait les gens
pour eux. Moi, je fais pas ça. Je photographie les gens pour moi. Et souvent, ça m'est arrivé d'avoir des modèles, elles sont belles et elles posent belles. Et je leur dis, faut arrêter, faut pas être belle. Ouais. Donc moi, je vais les emmener sur quelque chose que je souhaite. Donc ça va être du posé et je vais même leur faire jouer un rôle d'une certaine façon. Voilà, c'est une approche photographique très très différente d'être le témoin du réel ou d'être un, entre guillemets, surréaliste dans le sens où on raconte une histoire quelle qu'elle soit. On va y revenir après parce que j'ai une question plus loin sur la façon dont tu gères tes modèles, justement. Mhm. Est-ce que tu retouches beaucoup tes photos ? Oui. Alors, d'abord d'une, parce que je travaille en RAW, ça, juste pour le développement, c'est-à-dire que c'est une photo non développée, c'est une photo brute qui, en l'état, n'est pas belle. Quelqu'un qui utiliserait un JPEG est une photo développée, pas par lui, mais qui est développée. Donc, déjà, la première chose, c'est de développer l'image. Ensuite, comme moi, je vais rajouter du surréalisme, justement, soit des personnages invisibles, soit des personnages à tête de félin. L'idée, encore une fois, c'est pas juste de faire du Photoshop, c'est parce que j'ai un propos derrière. Du coup, je vais le faire en post-prod, évidemment. Et aussi parce que j'ai un choix esthétique d'image un peu, entre guillemets, sublimée. Donc, je vais au bout de mon propos, tout simplement. Voilà. Après, ça m'arrive dans certaines photos où j'ai rien en post-prod, j'ai juste 3 courbes. Ça dépend complètement, encore une fois, de la finalité. Est-ce que tu as des photographes, des livres ou des photos préférés ? J'ai beaucoup de... Alors, ça va rejoindre plus largement une culture qui va au-delà de la photo. Mais je dirais dans la photo, j'ai 2 étapes. J'ai deux grandes époques. L'époque où, formée par mon père, où il m'a aiguisé le regard sur plein de photographes. Et là, c'était Paolo Roversi, Sebastião Salgado, Jean Loussieff, que j'aime énormément. William Klein. Alors là, j'aime énormément à la fois en tant que photographe et en tant que réalisateur. Que ce soit sur ces néons qu'il a fait à Brooklyn, enfin pas à Brooklyn, mais à New York, soit à Broadway, pardon, soit sur Qui êtes-vous, Polymagou, donc culture cinématographique, et puis Erwin Blumenfield aussi. Alors lui, qui a été pour moi un photographe plasticien, c'est-à-dire il faisait énormément de collages, c'était du graphisme avant l'heure. Ouais. Moi, Blumenfield, c'est vraiment lui qui m'a donné envie de devenir designer graphique. Et plus tard, Helmut Newton, Dwayne Michels, parce que Michels, je sais pas comment on dit, parce que lui, c'était un des premiers photographes qui m'a fait découvrir la narration. En fait, en 4 petites photos, il racontait des histoires. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans mon travail. Guy Bourdin aussi, très, très design, très graphique. Et puis après, plus récemment, Erwin Olaf, Gregory Crewdson, des photographes comme ça plus contemporains que j'ai. T'as traîné avec Julien Pruzès récemment. Oui. il a donné les mêmes sur les récents. C'est oui. Mais en fait, avec Julien, on s'est rencontrés au salon de la photo et via Fuji. Et on partage en commun bon nombre de références photos d'aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas sur ces photographes, sur ceux que j'ai cités avant, si c'est des références pour lui, mais je pense que oui. Mais par contre, tous les photographes là, oui. Non, mais les récents, il les a cités plus dans son approche de métier, dans ce qui l'inspire, je pense. Ouais. Après, il y a certainement des classiques aussi dedans, mais c'est vrai que c'est ceux qui sont ressortis dans son interview, et Erwin Olaf notamment a beaucoup marqué. Oui, moi aussi. Qui est ressorti plusieurs fois derrière en plus. Moi, c'est ça, son travail aussi m'avait énormément plu. Et pareil, en fait, parce que j'y retrouvais à la fois cette narration qui, moi, me plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a un sujet derrière, et puis cette mise en scène complètement figée, donc vraiment quelque chose qui moi, me touche particulièrement. Ça te parle? Complètement. Si on sort un moment de la photo, c'est quoi tes sources d'inspiration? Voilà, c'est là où elles sont multiples. Elles sont cinématographiques. Enfin, je dirais que c'est un mélange de pop culture et de classicisme. Ça peut être Carpeau, ça peut être Caravage, ça peut être Courbet. Là, on est vraiment dans les classiques. Ça peut être la peinture flamande, qu'on retrouve aussi dans mon travail, avec beaucoup de symbolique, parce que j'aime énormément la symbolique. Et après, ça peut être des artistes aussi beaucoup plus contemporains, comme Ron Mueck, qui fait, en fait, lui qui vient du cinéma et qui fait ces personnages géants ou tout petits avec un réalisme incroyable. Ça peut être Joan Hanson, qui fait aussi des personnages très réalistes et qui travaillait sur le rêve américain, en fait, de personnages qui ont accédé à tout et qui sont dans une espèce de vacuité totale. Ils sont perdus comme un gars qui est posé sur sa grosse tondeuse et qui s'ennuie à mourir. Donc vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette approche-là.
J'aime beaucoup Kate McGuire, qui fait des serpents en plumes absolument sublimes et qui avait eu quelques pièces exposées au musée de la chasse. Après, plus contemporaine, Ronit Baranga, enfin voilà, plein de gens. Et puis sinon, beaucoup de BD. Que ce soit Druillet, que ce soit Black Sad, avec les têtes de félin, que ce soit Bilal. Mais bon, Corto Maltese, John Sfar, récent. Ah, Johan Sfar, oui. J'aime énormément. Et beaucoup Rank Xerox de Liberator quand j'étais jeune. T'as des vraies références d'un gamin des années 80. Mais c'est ça, voilà. Mais moi j'ai grandi alors j'étais en banlieue, donc mais bon, c'était comme la Fnac, c'est-à-dire j'allais dans les rayons, je m'asseyais pendant des après-midi entières à lire des BD. Je sais pas si les gamins font encore ça, mais je me rappelle, on a 4 ans d'écart, donc je suis pas si loin que toi, mais je me rappelle moi de toute mon adolescence dans les allées de BD de la Fnac à lire tous les livres qui me passaient sous la main, quoi. Exactement, et j'ai une culture du coup de l'image. Après, il y avait aussi quelques peintres, genre Frank Frazetta, parce que j'étais dans l'Heroic Fantasy plus jeune, avec Le Seigneur des Anneaux, j'étais un gamin, j'ai grandi avec ça, donc j'ai découvert toute l'image qui en ressortait. Et donc voilà, donc c'était à Dupuis, à Paris, les magasins Dupuis, voilà, tous ces magasins-là dans lesquels je me suis construit, je dirais, une identité visuelle. Et puis le cinéma. Le cinéma, avec des films comme Les Maîtres du Temps, par exemple, de Moebius, et La Compagnie des Loups. Voilà, des tas de films comme ça. Puis bon, après, des tas d'autres choses, après que ce soit Buffet froid, donc dans d'autres registres, mais là, c'est plus des tempéraments. Non, mais c'est marrant comme c'est très typé années 80. Ouais. Sans être péjoratif. Après, moi, je pense qu'on a eu une très belle enfance dans ces années-là. Je me demande ce que les gamins d'aujourd'hui ont comme enfance. Bon, ils seront certainement aussi nostalgiques qu'on l'est nous parce que ce sera la leur, mais on a eu une belle enfance. Je pense qu'on a une chance. On avait énormément moins de choses, ce qui fait que chaque chose qui sortait prenait une importance inouïe. Ouais. Aujourd'hui, je le vois avec mes enfants, alors ils ont quand même des univers, des choses qui restent et qui leur tiennent assez longtemps, donc ça je trouve ça bien, mais il y a pléthore de choses, on est envahi. Moi-même aujourd'hui, quand je me rappelle dans les tout premiers sites de tendance, moi au début j'avais des livres, donc je m'achetais des livres d'art, de photos, de graphisme, voilà, de design graphique, de peinture. Et je les relisais, re-relisais. Et aujourd'hui, en fait, les premiers sites, genre Found, je sais pas si tu te souviens de ce site, Found. Le nom m'aurait dit quelque chose. C'était un blog de design graphique et tous les jours, il te sortait une dizaine d'images superbes. Et c'était déjà trop, j'arrivais à saturation, j'avais une forme d'indigestion. Et aujourd'hui, on a tellement de sites de tendance, on a tellement accès à tout avec Pinterest, avec Insta et autres, qu'on a des images magnifiques. Et tu vois, on n'arrive plus à se construire je dirais une référence, tu vois, tu vois quelque chose qui te plaît, qui te nourrit, puis d'un coup, tu le digères, tu l'oublies. On te propose 55 trucs à côté qui ressemblent vaguement, donc du coup... On en a trop. Et je dirais, voilà, tu parlais de ça sur notre jeunesse. Je crois que dans notre jeunesse, on a eu la chance d'avoir un Star Wars qui fait que ça te restait pendant plusieurs années, qui était formidable. Un livre du Seigneur des Anneaux, un Alien. Voilà, on avait c'est pas décliné à l'infini dans différentes variantes. On avait le temps de découvrir. Comme un album de musique. Aujourd'hui, qui écoute un album de musique entier ? On écoute un titre. Oui, à l'époque, t'achetais un CD, tu l'écoutais en boucle. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques CD de l'époque qui me restent en tête encore aujourd'hui. Et c'est fou comme Michael Jackson, Dangerous, on l'a tous eu entre les mains, on l'a tous écouté en boucle pendant des mois et des mois. On connaît toutes les chansons, même les phases B. Pareil, tu parles de Michael Jackson, le premier clip de Thriller, qui était c'est quand même d'anthologie. Ouais. C'est des choses qui nous marqueront à vie. Donc voilà, on avait le temps, je dirais, de devenir fou amoureux de quelque chose. Un bon résumé. Tu fais quoi de ton temps libre ? J'ai 3 enfants. T'as pas de temps libre, non ? Non, pas mal de choses. Du temps, du farniente, parce que c'est important. Puis la vie de famille est essentielle. Et puis toujours se cultiver. Enfin, c'est pas de se cultiver, parce que c'est pas une démarche. C'est un regard constant. Si on parle un petit peu de ta philosophie par rapport à la photo, la première question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce qui te fait déclencher ? C'est quoi qui fait que tu appuies sur le déclencheur ? Tout dépend encore une fois du contexte dans lequel je suis. J'aime bien les paysages, j'aime bien la photo de paysage, et là c'est mes errances, et donc du coup c'est d'arrêter un moment, c'est de figer un moment comme ça, banal, de tous les jours. Ça j'ai toujours aimé ça c'est la photo que j'ai appris avec mon père et qui m'a toujours plu, parce que j'aime la nature, j'aime la forêt, j'aime la ville, j'aime le côté urbain, donc c'est d'arrêter, se poser sur un banc, de faire une photo. Ça c'est, je dirais, la photo
spontané, lié à une errance. Et puis, par contre, dans mon travail plus connu, là, c'est que je vais construire ma scène, je vais positionner mes personnages, et c'est quand, à un moment donné, je vais trouver une forme d'harmonie entre toute la composition, entre l'attitude des personnages, la mise en scène, et là, il va se passer quelque chose, et là, je vais déclencher, et là, je vais ressentir quelque chose. Donc, c'est à ce moment-là où je vais avoir le sentiment d'une harmonie. Donc, tu as les deux, tu as deux façons de bosser oui, totalement différentes, en fait. Un truc très spontané, un truc très préparé. Exactement. C'est assez surprenant, même. C'est des moments, tout simplement. C'est des moments comme on peut aimer plusieurs types de littérature, comme on peut aimer plusieurs types de films. Bon, voilà, c'est la même chose sur un travail. Alors, c'est vrai que moi, je vis et je mets en avant mon travail mis en scène, mais j'ai un plaisir entier à errer dans les rues et à faire une photo. Si, justement, on va rebondir un petit peu sur le sujet de la diversité de ton portfolio. Mm-hmm. Moi, je vois un point commun je vois deux points communs, en fait. Je pense que d'un côté, tu es un photographe, entre guillemets, d'idées et de messages. Mm-hmm. Et de l'autre, il y a un humour qui est toujours présent, qu'on ne voit pas toujours. On a rapidement abordé le sujet tout à l'heure. Mm-hmm. On ne le voit pas toujours, mais il est toujours là. Tu as toujours dans tes photos une réalisation qui est toujours impeccable, mais moi, c'est l'idée que je vois. Mm-hmm. Alors, ouais, voilà. En fait, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que je construis, d'abord, avant de faire un projet, pour moi, je dois avoir une image en tête, une idée. Voilà, c'est ce que je disais dans le making-of Animalité qui a été fait avec le GFX 100 et donc avec Fuji. Je commence comme ça. Je dis, une idée, c'est rien. Une idée avec une image, c'est bon, on peut y aller. Et donc, ça part comme ça. C'est-à-dire que avant que je construise un projet, voilà, des idées en tête, j'en ai pas mal. J'ai pas mal de projets, j'ai pas mal de sujets qui me tiennent à cœur et dont j'ai envie de parler. Mais voilà, des idées, comme je dis, on en a tous. Et qu'est-ce qui fait qu'on la transforme? C'est quand on commence à la visualiser. Et donc, c'est là où on a deux choses qui vont s'associer. On a le fond, la forme. Et il y a 1000 façons. On peut avoir un fond similaire avec plusieurs personnes et une forme totalement différente. Et donc, c'est là où on se construit nous-mêmes et où on vient avec notre propre identité, notre propre personnalité. Donc, moi, j'ai d'abord une histoire, un propos, une ambiance à vouloir raconter. Et après, quand je la mets en scène, quand je visualise une image, j'ai une propre esthétique que je vais appliquer à cette image-là. Et donc, je vais avoir une esthétique assez léchée dans le rendu. C'est ce qui, effectivement, moi, me plaît. Et associé à ce thème, à cette histoire que je veux raconter. Si on prend l'exemple, tu as publié sur Facebook pendant le confinement deux photos de ta famille. Comment ça se gère une image comme ça? D'abord, pour faire collaborer toute la famille. Ouais, ça part d'une blague. Là, ouais. C'était clairement une blague. Et c'était parce qu'effectivement, alors voilà, je disais aussi là-dessus. Juste, je vais décrire l'image, on la mettra avec ton accord dans l'article qui accompagne. Mais c'est le confinement en famille, semaine 1, où tout le monde est heureux, tout le monde est bien habillé, tout le monde est sympa, tout le monde se fait des bisous et s'aime. Et confinement, la deuxième image, confinement semaine 7, où tout le monde se fout sur la gueule. Ouais, c'est ça. Et voilà, je te laisse nous expliquer tout ça. Mais en fait, c'était parce que voilà, dès la première semaine sur les réseaux, alors voilà, les réseaux ont ce truc d'être un amplificateur d'émotions. Et les gens parlent sans filtre. C'est ce que je dis à chaque fois, les réseaux, c'est des gens dans leur voiture. C'est horrible parce qu'on n'a pas envie d'être avec les gens quand ils sont dans leur voiture. Souvent, ils se comportent pas forcément très bien et les réseaux nous permettent d'être assis à côté d'eux dans leur voiture, c'est horrible. Et donc, on avait d'un côté des gens qui gueulaient après tout le monde en disant « Regarde, ils sont tous lamentables », ce qui est horrible. Et on a les gens qui se mettaient en scène ou qui prônaient, je dirais, une forme de bien-être. Bon, moi, je préfère cette version-là, mais je me suis amusé à caricaturer un petit peu ça, mais pas méchamment, hein, c'est jamais méchant. Et donc, j'ai fait la famille semaine 1. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a 3 enfants, donc on est 5 à la maison. Donc, avec mon épouse qui fait du yoga, qui se sent bien, les enfants qui font des devoirs et qui s'entraident, où ils sont magnifiques les uns avec les autres. Et effectivement, la semaine 7, c'est mon épouse qui est raide bourrée sur la table, les enfants qui se tapent dessus. Et moi, je me suis mis en vision subjective. C'est-à-dire que la première fois, j'arrive avec des petits légumes healthy, très sains. Ouais. Et après, j'arrive avec la bouteille d'eau rouge et j'ai la chaussette déchirée. Enfin, voilà. Et donc, c'est parti vraiment d'une blague, de mettre en comparaison. Attendons de voir un peu plus loin ce que ça va donner, quoi, en gros. Et c'était assez marrant, on s'est bien amusé à faire ça. Elle rendait bien, elle m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Un autre exemple de ton humour et que je trouve vraiment
vraiment bien réalisée, vraiment adorable. C'est la série Un jour mon enfant tu seras. Oui. Ouais, alors c'est ma petite dernière qui aujourd'hui a 10 ans et qu'on a photographiée. Elle avait encore que entre 3 et 5 mois, donc elle était vraiment petite. Ouais, parce qu'en fait, les photos, tu vois, voilà, elles ont été faites en 2010, ces photos-là de bébé, en même temps que L'Homme Invisible, sorti en 2012 parce que j'avais d'autres choses, voilà, mais c'était donc mes débuts vraiment où j'ai repris l'appareil. Et effectivement, cette série, alors, elle est drôle et en fait, elle n'est pas drôle. Parce que, enfin, elle est amusante, mais quand on y regarde, elle est grinçante dans le sens où je parle en fait du fantasme des parents sur le devenir de leurs enfants. Voilà, au début du siècle, on mettait un enfant dans les ordres, un dans l'armée. C'est-à-dire que les parents ont toujours eu des envies et on a beau s'en défendre. Voilà, c'est pas qu'on a des envies pour eux, c'est qu'on a certaines choses qu'on souhaiterait pas. Plutôt. Tu projettes tes envies de réussite sur eux en fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je te dis, dans les ordres ou dans l'armée, parce qu'on voulait qu'ils aient une sécurité. Puis ensuite, c'était des armées de notables. Ensuite, c'est des métiers, on veut qu'ils soient avocats, médecins, voilà, parce que ça brille et qu'ils sont d'une certaine façon le reflet de notre propre réussite. Aujourd'hui, c'est différent. On veut qu'ils soient pop stars, sportifs de haut niveau. Donc, les mœurs évoluent. Alors, bien évidemment, le plus beau des souhaits qu'on peut leur souhaiter, c'est d'être ce dans quoi ils s'épanouissent. Mais donc voilà, et donc j'ai travaillé sur Un jour mon enfant tu seras, et c'est cet enfant il peut être boucher son entreprise familiale, il peut être boxeur pour le sportif de haut niveau, il peut être luchador ou super-héros. Enfin voilà, donc j'ai imaginé plein de choses. Je trouve que c'est très révélateur en fait de ton travail à venir. Voilà, c'était mes 2 premières séries, L'Homme Invisible et celle-ci. Et véritablement, c'est, je dirais, les séries où j'ai... pas où je suis le plus vindicatif, mais où je suis le plus littéral dans mon propos. Ouais, puis on sent qu'il y a moins de filtres peut-être qu'aujourd'hui. Oui. L'Homme Invisible, j'ai noté également, tu vois, je savais pas qu'elle était que c'était une de tes premières séries, ouais. Mais L'Homme Invisible qui attrape sa femme en levrette sur la cheminée, je retrouve pas de choses aussi crues dans ton travail plus récent. En fait, j'aime bien le côté provoque aussi. Et en fait, cette série, pour la retracer un petit peu, c'est une famille dans les années 50. Et le travail est sur l'absence. Alors, on est loin du super-héros de H.G. Wells, parce que là, l'homme invisible, c'est la vie ordinaire d'un homme invisible. Et c'est un père de famille qui subvient aux besoins et au confort matériel, mais quand il est là, n'y est pas. Et donc, en gros, c'est un gars qui a une famille vitrine. Il a une belle femme, magnifique. Il a de beaux enfants. Il a une réussite sociale. Mais on est vraiment dans l'archétype de cette famille où le père subvient juste aux besoins matériels, ni plus ni moins. Il n'y a pas d'échange. Et c'est au regard de sa famille et de ses enfants qu'il en devient invisible. Et donc, il y a cet ennui constant. En fait, le héros de cette série, enfin le personnage principal, parce qu'il n'y a pas de héros, c'est elle. Parce qu'au début, quand on regarde l'image, on voit que lui est invisible. Ça, c'est bien évidemment la première chose qu'on voit. Mais très rapidement, quand on continue de regarder, l'œil va sur elle et on la regarde et on la voit, elle, s'ennuyer profondément. Et on se demande pourquoi elle subit ça. Voilà. Et donc ce moment de la levrette effectivement sur la cheminée, c'est aussi pour donner en fait comme c'est des petits moments du quotidien, ça en fait partie. Il en fait partie, mais par contre on voit c'est qu'il a plié sagement son pantalon, donc on peut se dire tiens il y a un peu de folie, puis en fait non, on est peut-être ça reste, le 3e samedi du mois. Il y a un niveau de détail énorme à découvrir là-dedans. Du coup tes photos c'est presque un message politique, parce que les suivantes c'est très orienté sur les fastes et les excès. Je suis tombé sur une vidéo où tu expliques, ça doit être la vidéo de Fuji d'ailleurs, sur Animalité, où tu expliques justement tout ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai qu'il y a un vrai message derrière chaque image. En fait, moi je travaille beaucoup sur en fait, le mensonge que l'on a tous. Et le masque que l'on présente. En fait, c'est toujours ça. Pourquoi ces personnages sont soit invisibles, soit avec des têtes de félins, soit non pas, mais c'est une attitude. C'est-à-dire que je dis que et je traite beaucoup sur la bourgeoisie parce que forcément, cette bonne éducation est un masque très visible. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas cette bonne éducation va être plus brut et on peut le percevoir peut-être un peu plus rapidement. Enfin, même si c'est pas vrai, on a un masque partout, dans tous les milieux sociaux. Mais donc,
Et puis c'est une caricature que je fais, ni plus ni moins. Ça n'a pas de prétention de dire une vérité. Mais bon, je travaille sur le masque que l'on présente aux gens et sur le mensonge que l'on peut se faire à soi-même. Donc c'est toujours un peu social. Et effectivement, cette bonne éducation est un carcan dans lequel on s'enferme et qui nous empêche d'être parfois nous-mêmes, tout simplement. Et ça retombe en boucle sur la projection qu'on veut faire sur nos enfants. Et oui, la manière dont on peut les enfermer. Exactement. En fait, c'est s'empêcher. En fait, moi, je pense qu'il faut constamment s'observer, constamment se réévaluer pour continuer d'évoluer, pour ne pas s'enfermer dans quelque chose, pour pas à un moment donné arrêter de se poser des questions. Et puis, en fait, voilà, je vais faire une digression, mais qui me semble importante. Justement, j'entends énormément de gens sur les réseaux et autres, tiens, lui c'est un con, faut pas fréquenter des cons et tout ça. Il y a cette phrase qui est qu'on est tous le con d'un autre, bien évidemment. Et en fait, l'idée, c'est pas de ne pas fréquenter des cons, c'est de ne pas devenir un con soi-même. Donc c'est pour ça qu'il faut en permanence s'observer et se réévaluer pour ne pas sombrer soi-même dans une forme de connerie. Et peut-être discuter avec les gens qu'on considère comme cons, qui ont peut-être des choses à nous apprendre aussi. Exactement, on peut être surpris par n'importe qui, Tout le monde a des choses importantes. À un moment donné, quelqu'un qui fait une connerie, il y a peut-être un contexte dans lequel il est qui n'est pas le nôtre. Donc voilà, c'est ça. Et c'est un petit peu ce que je dis donc sur la bienséance, qui du coup est un carcan qui nous enferme, parce qu'en fait, quand on se plie à cette bonne éducation, on se pose plus de questions. Donc voilà, je me suis permis une digression, mais qui est assez intéressante quand même. Qui en fait est tout mon travail. Donc c'est la base de tes idées en fait. Ma question suivante, c'était d'où viennent tes idées, mais c'est la base de tes idées, c'est ça en fait. La remise en cause et le visage qu'on présente, le masque, les faux semblants, le paraître. On a trouvé un autre lien entre toutes tes réalisations. Il y a une chose qui m'a beaucoup sauté aux yeux dans tes images, c'est que tu as souvent beaucoup de modèles en même temps. C'est assez fréquent. Comment, alors déjà, pour la plupart des photographes moins rodés que toi, gérer une personne, gérer un modèle et diriger un modèle, c'est un calvaire. Ouais. Comment tu peux gérer, toi, 5, 6, 7 modèles d'un coup et avoir... Alors, je vais revenir sur la photo de ta famille parce que je pense que, pour le coup, c'est pas des modèles professionnels, même si tu as dû les faire chier toute leur enfance à faire des photos... non, justement. Non, même pas. Ouais, c'est le photographe, le cordonnier le plus mal chaussé. Ouais, et puis, comme je disais tout à l'heure, je photographie pas les gens pour eux, je les photographie pour moi. D'accord. Et je leur fais raconter une histoire. Donc, j'ai énormément d'amis qui me disent « Mais je comprends pas, t'as jamais d'appareil photo avec toi. » Si ce n'est quand je suis en errance, comme je le disais, pour du voyage. En fait, c'est soit je suis dans la rue ou dans des paysages et je photographie des paysages sans personne, soit je photographie des gens mis en scène. Mais je ne suis pas un photographe de l'humain. T'es un photographe qui photographie avec intention systématiquement. Ouais, voilà, c'est ça. Ou émotion, je dirais, mais enfin émotion forcément, mais je veux dire ressenti par rapport à un paysage. Enfin voilà. Je n'ai pas ce côté de capturer le réel tel qu'il est. J'ai des amis qui font ça magnifiquement. Des gens qui sont non photographes, qui font ça très très bien parce qu'ils sont... Voilà, c'est encore une fois, c'est une question de tempérament. La photo, je dirais, il y a autant de photographes que d'écriture. C'est comme un romancier, il y a plein de styles différents. Et du coup, comment tu gères tes modèles ? Parce que c'est pour des gens qui ont du mal à en gérer un, comment tu fais pour avoir une photo aussi parfaite d'un grand groupe en fait? Déjà, en fait, la difficulté par rapport à quelqu'un qui va photographier une personne, c'est que quand tu photographies une personne, tu vas pas faire une photo, tu vas en faire plein, tu vas devoir diriger la personne, lui donner une intention et en lui laissant un cadre pour qu'elle s'exprime. Là, moi, la différence, c'est que globalement, je vais faire assez peu de photos. Donc, je peux plus facilement diriger plus de personnes parce que je vais leur demander quelque chose, une chose en particulier. Donc, je vais faire moins d'images. Quand je photographie une seule personne, d'une certaine façon, je vais avoir plus de choses variées. Donc, déjà, ça, c'est juste pour contrebalancer le fait que quand on a beaucoup de gens, en fait, on démultiplie pas la difficulté. Tu es obligé d'avoir une vision en fait plus claire quand tu as beaucoup de gens de ce que Alors, je suis très directif. Ouais. C'est vrai que je suis très directif du coup. En fait, je vais prendre la place de chaque personne. D'abord, je vais faire ma compo, je vais regarder mon cadre, je vais imaginer où sont mes personnages, ce qu'ils doivent exprimer, ce qu'ils doivent représenter. Donc. Et je vais prendre la position de chacun des personnages. Et j'ai besoin, moi, de me mettre à leur place parce que je suis assez théâtreux moi-même dans ma façon de... Je serais incapable de monter sur les planches, mais j'ai besoin de jouer le rôle. Et comme ça, je vais leur montrer ce que je veux exprimer. Encore une fois, c'est là où je ne demande pas aux gens d'être eux-mêmes, mais par contre, je vais les choisir pour ce personnage. Après, je vais leur laisser une part de liberté malgré tout. Je vais faire ce que je veux,
Ça, c'est important qu'il me donne ce dont j'ai besoin. Parfois, ça ne fonctionne pas parce qu'on a tous une expression corporelle qui n'est pas la même. Et c'est là où moi, je vais m'adapter aussi. Ça m'arrive d'avoir des modèles, je vais les rencontrer le jour du shooting. Donc, il ou elle me paraissait convenir. Et puis, en fait, la personne, je ne sais pas, parce qu'elle a peut-être eu des désagréments, enfin voilà, un état d'esprit. C'est pas le bonjour. Voilà, c'est pas le bonjour. Et elle ne va pas avoir l'expression corporelle que je souhaite avoir. Et ça va être à moi de m'adapter. Donc, je vais être très attentif. Par exemple, typiquement, j'avais fait un shoot pour ma série In the Mood for Black et j'avais 2 modèles femmes. Et il y en a une, je lui dis, bon, bah voilà, comme on est sur le thème du spleen de Paris, de Baudelaire ou des paradis artificiels, donc je lui dis, imagine que t'es shooté, t'as fumé un joint, et voilà. Je crois que ça a été filmé, ce morceau-là, d'ailleurs. Exactement. Je l'ai vu quelque part. Et il y a une des modèles qui avait tout à fait compris l'état d'esprit que je voulais. Et l'autre, qui était une fille sage, elle savait pas du tout ce que c'était. Et je lui dis, imagine-toi, tu as 40 degrés de fièvre. Et donc, il a fallu adapter le discours déjà pour pouvoir fonctionner. Donc voilà, donc on va puiser, je dirais, dans le passé des gens et dans leur expérience pour voir ce qui est possible. Tu as reformulé quelque chose qu'elle comprendrait, elle, quoi. Voilà, exactement. Alors là, c'est donc, je suis quand même allé vers ce que je souhaitais. Mais il peut m'arriver même d'avoir à changer le propos de la personne parce que ça peut ne pas fonctionner et donc du coup il faut adapter. Donc il faut observer, je dirais, la personne dans la scène et de voir si tu lui avais attribué tel personnage, et en fait elle sera peut-être mieux à tel autre personnage. Si je résume, en fait, tu prépares beaucoup plus quand il y a plus de monde, ce qui me semble plus logique. Une fois qu'on l'a dit, en fait, ça a l'air assez évident de le dire maintenant. Mais effectivement, c'est de la préparation pure, en fait. Énormément par rapport au lieu aussi, en fait. Typiquement, quand j'avais fait ma série Une vie de château, c'est la première série que j'ai fait avec des têtes de félins. Et je l'avais faite au château de Ferrières-en-Brie, qui est le château des Rothschild. Le château est immense. Et on a fait 20 photos en 3 jours, ce qui est considérable. 20 scènes. Alors qu'en pub, on aurait travaillé 1 à 2 photos par jour, pas plus. Donc c'est considérable parce qu'il faut savoir qu'on déplace les meubles, on déplace la lumière, on recrée la lumière. Enfin voilà. Chaque détail est remis en place. Ouais, tout. On recompose tout. Le château était vide, donc il fallait emmener les meubles à chaque endroit pour recréer une scène. Et ça va jusqu'au petit détail des fleurs à tel endroit qui vont symboliser plus ou moins telle chose. Donc vraiment, c'est très compliqué. Et donc pour ça, j'avais préparé une feuille de route. Une feuille de route pour les gens, mais une feuille de travail où j'avais déjà dit jour 1, scène 1, jour 1, scène 2, et ainsi de suite. Donc j'avais les pièces, j'avais les modèles, j'avais leur stylisme qu'ils allaient avoir, la maquillage, la coiffure, j'avais évidemment l'ensoleillement, j'avais choisi bien évidemment de commencer les photos à l'est en jour 1 pour avoir la lumière rentrante ou pas selon ce que je voulais avoir. Donc vraiment, j'avais tout un plan de travail comme ça. Et puis c'est pareil, quand là j'avais 4 modèles, j'avais 5 modèles. Donc tu ne fais pas passer 5 modèles en make-up et coiffure, et puis la photo, tu leur dis bon allez on change tout, on change de style. Donc tout ça il faut l'anticiper. Donc tout ça tu le prépares. C'est la grosse préparation. Voilà. Et puis bien évidemment le propos, donc le propos que tu veux avoir, donc l'ambiance que tu veux avoir, l'émotion que tu veux faire ressortir, donc ce que vont raconter tes personnages dans leurs attitudes. Donc tout est très clair dans ta tête en fait quand tu arrives. Je dirais qu'il faut construire. C'est pas très clair parce que j'ai une part énorme qui est laissée au moment, mais vraiment. Et donc j'ai malgré tout, j'ai un propos, j'ai tout ça, c'est clair, mais il y a une part de liberté énorme. Dans la réalisation. Oui, parce que les attitudes des personnages, c'est vraiment là que je vais les décider. Je vais décider le lieu, je vais décider la lumière, enfin tout ça, même si on va improviser énormément. Moi, je m'adapte énormément. En fait, voilà, quelque chose qui me caractérise bien, c'est de trouver des solutions. D'accord. Et comme il n'y a que des problèmes, je passe mon temps à trouver des solutions. Donc, c'est un bon résumé. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, et je me laisse une part de liberté sur place. Et je travaille beaucoup au doigt mouillé malgré tout. Hein. C'est-à-dire que j'ai mon propos, j'ai mon image, j'ai tout, mais j'adapte. Alors qu'on a l'impression que tout est extrêmement contrôlé, en réalité, tu as quand même une vraie place à la liberté. Énorme. Et en fait, énormément. Même si ça paraît pas comme ça, par rapport à certains styles, forcément, oui, je prépare, parce que j'ai pas d'autre choix. Je peux pas arriver non plus. Imagine-toi, toujours sur cette scène, cette série Une vie de château, on était 20 personnes. Tu as 6 modèles, il y avait 6 modèles au total. Et tu as une équipe de 14 personnes. Tu peux pas arriver en disant, tout le monde te regarde en disant, alors ? Et tu peux pas dire, bon, alors attends, je pense qu'on va aller là. Ouais. Ah non.
Tu vois, Oui. tu as un temps qui est limité, tu payes un château très cher, parce que là, Ouais, tu payes 20 personnes. voilà, il faut y aller. Alors, après, les problématiques financières, c'est un autre sujet, mais bon, t'as de l'argent engagé, tu as des gens engagés, donc tu te dois de respecter tout ça, et donc tu dois savoir. Ça fait partie du jeu, l'argent. Voilà. Faut pas le traiter Non. pour moi comme un truc tabou ou quoi. Ça fait partie du jeu. C'est grâce à l'argent que tu arrives à financer les choses comme ça et à créer ce que tu as envie de créer. Exactement. Donc, c'est effectivement, on y reviendra juste après, justement. On parlait de cette série là sur l'animalité. Je voudrais qu'on parle d'une image en particulier. En fait, c'est l'image qui accueille les gens sur ton site, qui est une image de cette série-là. Des deux hommes. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est cette image-là qui accueille tes visiteurs sur ton site ? Alors, en fait, très exactement, sur le site, tu as une image ça de tourne, chaque série. mais la première que tu vois, oui, c'est celle-ci, ouais. c'est celle-là. Parce que c'est la dernière, en fait, de ma dernière série réelle, et donc c'est toujours celle-ci qui est mise en premier. Et pourquoi j'ai choisi celle-ci ? Parce qu'on a vraiment ces deux hommes, je dirais, avec une forme de suffisance, avec leur verre à whisky et autres. Alors, de suffisance, parce que là je suis un peu critique en disant ça, de suffisance et de grandeur à la fois. Tu vois, j'aime le côté grand-duc et en même temps je le critique. J'aime qu'on puisse se sentir un peu fort et en même temps ça doit jamais écraser les autres. Donc tu vois, c'est toujours un peu ambivalent et paradoxal. C'est-à-dire que de toute façon ça me résume assez. Je peux aimer certaines choses et en même temps je vais critiquer tous les excès. Donc il y a une forme de suffisance que je critique et en même temps il y a une forme de complaisance qui est aussi importante. Il faut savoir s'aimer, il faut savoir de l'ego également. Donc elle symbolise tout ça. Je dirais après, moi je mets les deux en fait dans cette photo-là par exemple, et après à chacun de prendre ce qui lui plaît. L'image et le propos qui lui convient. En tout cas, tu penses qu'elle te représente bien, que quelqu'un qui arrive et qui voit cette image comprend qui tu es. Ouais, alors je sais pas, ce serait un peu prétentieux parce qu'ils sont bien, hein, les gars. Non, mais ça peut montrer ton état d'esprit. Ça montre mon travail, je dirais, ouais, ça montre un peu l'intention de mon travail et l'univers, je dirais. Ouais. Je l'aime bien, je la trouve forte. Elle est belle, c'est justement, elle marque. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien, puis c'est un petit côté, j'aime bien ce côté un peu percutant aussi voilà. Après, j'essaye aussi d'être plus ténu dans d'autres choses, ça dépend. Voilà. Mais non, j'aime bien. En tout cas, elle laisse pas indifférent, ça c'est une certitude. Voilà, ça c'est l'idée d'une home, hein, je pense. Je pense que c'est important. Alors justement, on a un peu abordé le sujet du sponsoring plus tôt. Dans ce genre de projet, c'est quoi la place du sponsoring, du partenariat, de l'ambassadeur En fait, quand tu montes un projet, alors moi, le problème, c'est les finances, bien évidemment. Obtenir de l'argent des mécénats, ça c'est quasi impossible. Voilà, c'est très très compliqué. Donc toutes les prods que j'ai pu faire, je les ai autofinancées, on va dire quasiment. Mais bon, pour ça, c'est-à-dire que je fais appel beaucoup à la bonne volonté des gens et à leur implication, à leur talent, voilà. Donc, et j'ai besoin de partenaires. Donc, les partenaires, c'est des gens qui vont m'offrir souvent un accès au matériel, ce qui coûte très très cher et qui, moi, va me permettre de faire des images de haute qualité, enfin, dans la volonté que je souhaite. Et je vais faire appel à des gens talentueux, donc c'est là où je me repose sur une équipe que j'ai pu constituer de série en série, et ça j'ai une chance inouïe d'être entouré de gens vraiment talentueux avec qui je travaille et qui sont vraiment des complémentaires et qui ont vraiment qui ont un apport énorme dans mon travail. Ce que je dis, c'est qu'un travail se fait pas seul, c'est une équipe et chacun, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, si un élément fait défaut, c'est la série entière qui en pâtit. Donc imagine, tu as un coiffeur qui te fait une choucroute, voilà, ta série elle est foutue. Si tu as le maquilleur qui te rate un maquillage, c'est foutu. Si tu as ta déco qui te fait un truc mais qui est pas assez fort, voilà, c'est foutu. Moi au début je faisais quasiment tout. Alors pas le maquillage coiffure parce que là ça aurait été une catastrophe, mais je m'occupais de la déco, du stylisme, de tout. Et petit à petit je me suis entouré de gens qui sont meilleurs que moi dedans. Donc voilà, j'ai un styliste qui est magnifique, j'ai une déco qui est incroyable, je faisais ma post-prod, maintenant je m'appuie sur des gens qui vont au-delà de ce que je fais, donc ainsi de suite. Donc je vais aller vers toujours plus. Et de la même façon que j'ai trouvé mon équipe, j'ai trouvé les partenaires avec qui travailler, des gens qui me soutiennent à chaque fois et qui me permettent d'aller plus loin.
Alors au niveau des finances, toute cette équipe sur mes projets perso, au début, j'avais pas de budget. Donc c'est des gens qui viennent avec toute leur bonne volonté, leur savoir-faire et leur talent. Ensuite, j'avais fait un crowdfunding pour financer une vie de château. Et imagine-toi, la série, elle avait coûté 15 000 euros. 15 000 euros, et dans les 15 000 euros, je n'avais pas payé les gens. C'est-à-dire 15 000 euros, c'était en payant la location du château, en payant le défraiement, bien évidemment. C'est-à-dire que tu ne payes pas les gens, mais il faut que tu prennes soin d'eux. Charge, ouais. Voilà, et puis il ne faut pas que ça leur coûte de l'argent. Donc tout ça, c'était pris en charge. Et on a quand même dépensé, donc je te dis 15 000. Donc c'est quand même considérable. Après aussi, comme c'est mes équipes, moi, donc je te dis, j'ai la double casquette. Je vais travailler en artistique, où là, les gens travaillent parce qu'ils en ont envie, bien évidemment. Mais après, en pro, je les fais bosser. Et donc, je contrebalance le fait qu'ils aient fait des collabs avec moi. Après, moi, je fais des collabs pour eux aussi. Tu vois, c'est un échange, en fait. Bien sûr, toujours. Et puis après, avec Fuji, là où ça avait été formidable sur Animalité, c'est que là, ils ont amené un budget qui fait qu'on a pu faire Animalité avec un budget qui nous a permis d'aller plus loin que ce qu'on pouvait. Et là, du coup, ce qui a permis aux équipes d'être payées. Alors, on a fait un paiement, je dirais, artistique, entre guillemets, qui n'est pas le même paiement, le même montant qu'un paiement commissionné quand tu bosses pour une campagne, où là tu multiplies par 5 voire 10. Et donc on a réussi à aller plus loin, et ça c'était grâce à Fuji. Voilà, donc ces partenaires-là sont essentiels. Et c'est pour ça que dans chacune des séries, je fais des making-of. Et dans ces making-of, on voit tous les gens qui travaillent, le maquilleur, le coiffeur, la styliste, la déco. On voit tous les gens qui arrivent, qui bossent sur le projet, parce que c'est une manière de les remercier, de leur rendre leur travail. Et tu vois, je demande, parce que alors, du coup, c'est quelqu'un qui filme, un réal, et je lui demande toujours de mettre en scène les partenaires, c'est-à-dire l'appareil photo, c'est-à-dire les flashs, et au moment du tirage, parce que je fais des tirages d'art, bien sûr, parce que c'est la façon de leur rendre aussi tout ce qu'ils nous ont apporté. Et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est pas du marketing. Ces gens-là, sans eux, les projets n'existeraient pas. Donc c'est des gens qui soutiennent l'art et qui participent au projet. Qui le soutiennent intelligemment. Ah oui, voilà, là on est... Et puis surtout, en fait, ce sont des passionnés, parce que c'est du soutien, c'est des passionnés de l'image, voilà. Donc, d'abord, c'est une reconnaissance énorme que d'être soutenu par ces gens-là. C'est vraiment... je me sens chanceux. Ils sont étonnamment pointus. C'est vrai que les premiers contacts que j'ai pu avoir avec des boîtes comme ça, où on ne s'attend pas forcément à tomber sur des passionnés, on s'attend à tomber sur un chef de produit... Qui a un carton à pousser, en fait. Je pense que c'est le propre de notre métier, enfin du milieu. Voilà. Ouais. On ne peut pas arriver dans le monde de la photo comme on vendrait du photocopieur. Voilà, tous les gens que je connais dans l'image, chez Fuji, c'est tous des photographes. C'est tous des gens qui ont un regard sur la photo, qui ont une vision. Donc, ils sont super pointus, en fait. Et c'est vrai que tu t'attends à trouver des commerciaux, en fait. Et c'est pas du tout ça que tu trouves. Tu trouves des gens qui sont hyper intéressés par le milieu dans lequel ils évoluent. Et c'est assez surprenant. C'est vrai que quand tu vas sur les stands de la photo et que tu commences à discuter avec les gens sur les stands, enfin les responsables en tout cas, tu te rends compte que c'est des gens qui aiment vraiment ce qu'ils font. C'est assez fou. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie chance. On a plein de trucs qui vont pas dans le monde de la photographie professionnelle, mais par contre, il y a des choses qui vont très bien, il faut aussi le dire. Donc, oui. Mais tu vois, donc, voilà, chez Fuji, chez Profoto, chez Epson, voilà, ils ont tous cette passion de l'image et de la création. Puisqu'on parlait de monter des projets, justement, au moment où on enregistre, je pense que ton dernier projet en date, c'était un portrait croisé avec Julien Pruzel. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ces portraits-là, justement ? Et c'est Julien, justement, qui est venu me proposer ça, et c'était une super idée. Voilà, Julien m'a dit, écoute, moi, j'ai l'envie de faire des portraits de gens dont j'apprécie le travail et de faire un regard croisé. Et je lui ai dit, écoute, avec grand plaisir, je trouvais ça génial. Juste pour situer, c'est après confinement. On l'a shooté avant le confinement, on l'a sorti après parce que c'était peut-être pas le bon moment, tu vois, de le sortir à ce moment-là. C'est clair. Mais on l'a shooté avant parce qu'en fait au final on s'est fait une vraie prod et voilà, et en fait il m'a dit voilà, moi ce que j'ai envie c'est qu'on se photographie l'un l'autre dans notre vision du travail de l'autre, et donc on s'est laissé les mains libres et on n'est pas du tout intervenu dans la vision que l'un pouvait avoir pour l'autre.
Et donc voilà, on a fait ça. Donc Julien, on a fait ça sur la journée, donc ça avait été assez speed. On a shooté ici la photo pour Julien, où il m'a mis en scène dans cet univers où il m'imaginait moi en train d'imaginer mes histoires pour mes photos. Et moi, je l'ai emmené dans un atelier pas très loin d'ici pour que ce soit réalisable dans la journée, où je l'ai photographié dans une voiture pour symboliser les errances. Parce que, en fait, moi, je pense qu'une idée, ça vient de l'ennui. Et c'est quand on s'ennuie qu'on se laisse le temps de découvrir des choses. Et donc, je l'ai imaginé à ce moment-là. Ça fait quoi d'être modèle ? Eh ben, ça fait difficile. Non, c'est marrant hein, de passer de l'autre côté, c'est vraiment tout autre chose. Bon là, ça allait parce que bon, j'avais pas non plus de choses particulières à faire, mais effectivement, c'est très compliqué. Modèle, c'est un métier. Hein, T'as l'impression d'avoir appris quelque chose en sens ça ou pas ? Bah oui, parce qu'on travaille pas du tout de la même façon, Julien et moi, et c'était hyper enrichissant que de le voir lui travailler et moi de le mettre en scène. Et effectivement, c'était aussi très plaisant que de se retrouver au centre de l'image, surtout pour jouer mon propre rôle. Donc il y a un côté très flatteur quand même. Ah, elles étaient belles les photos, j'ai beaucoup aimé. Dans toute la variété d'images que tu fais, qu'est-ce que tu préfères faire ? Si tu dois choisir un style de photo et tu fais plus que ça... Ce serait la mise en scène, je reste vraiment sur la mise en scène. Là, j'ai fait du culinaire récemment, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je trouve que ça y ressemble aussi. Pour moi, c'est de la mise en scène d'objets. Donc ça... Mais non, vraiment, la mise en scène avec des gens, parce que, encore une fois, j'aime parler des gens et de tout le propos dont je parlais, c'est-à-dire le visage masqué, les faux semblants. Donc, c'est le vraiment... message qui va avec. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment ce que j'aime faire. C'est là-dedans que tu t'exprimes. Ouais, si je devais garder qu'une chose, ce serait ça. Si on parle du côté financier, du côté business en tout cas, c'est quoi ta source de revenus principale aujourd'hui ? C'est le travail commissionné, c'est la pub. C'est-à-dire que le travail artistique, j'ai beau vendre mes photos à un certain prix, moi je ne m'achète pas, mais j'ai tellement de frais, tellement de prod, tellement de temps qu'au final, ça ne me rapporte pas d'argent. Donc par contre, ça me fait une notoriété, ça me fait une visibilité, et ça me permet de travailler en commissionné et de faire des campagnes de pub qui, là, me nourrissent. Tu as anticipé ma question suivante qui était est-ce que c'est rentable aujourd'hui le monde de l'art ? Mais manifestement, non. C'est juste... financièrement, en tout cas, c'est pas rentable. Mais... C'est compliqué. Disons qu'il y a différents... Ça peut l'être. Ça ne sera jamais énormément. Soit tu arrives... tu as des Koons et autres, tu es placé chez Arnaud et autres. Et là, en fait, il faut comprendre, il y a deux choses. Il y a l'art et le marché de l'art. Deux choses totalement différentes. Peu importe que ce soit juste une bière que tu as décapsulée qui se vend 100 millions d'euros. Voilà, c'est pas l'art qui compte, c'est le marché. Et donc, soit tu arrives à un milieu et tu es porté par des agents, mais c'est plus que des agences. Là, on était vraiment une marchandise et quelqu'un t'achète pour te revendre, ni plus ni moins. Et ça, il n'y a pas de crise. Eux marchent très très bien. Soit tu te positionnes encore autrement, c'est-à-dire tu fais pas de limitation dans tes séries et tu vends à des prix assez faibles et tu vends beaucoup. Et donc ça peut te faire des petits revenus, pas énormes, mais tu peux en vivre. Et moi, je me retrouve sur une fourchette où mes prix vont en gros de 2005 à un peu plus de 6000, où là, du coup, je suis considéré pas cher, mais c'est pas forcément non plus évident d'en vendre tous les jours. Puis après, t'as la part galerie, t'as tout ça, qui fait que du coup, tu vends moins, t'es limité à une certaine quantité, et donc j'essaye d'autofinancer. Pour te donner, si on parle chiffres, une année, j'ai vendu pour 40 000 euros de photos pour moi, ça veut dire qu'en galerie, on a vendu pour plus de 80 000, et moi, j'ai dépensé 30 000. Ok, oui, donc et donc pour les 10 000 restants, ça a été 6 mois de travail. D'accord, et c'est pas tous les ans. Et c'est pas tout. Non. Et c'était 10 000 euros de chiffre d'affaires. Oui, donc une fois que tu as enlevé les impôts et tout. Voilà. Donc, pour dire que j'autofinance à peine le truc, tu vois, quand 30 000 euros de frais sur 40 000 encaissés. Donc c'est rentable en termes de renommée, en termes voilà. Puis c'est le plaisir. Après, c'est ça mon plaisir aussi, tout simplement. C'est que tu t'amuses en même temps et que ça a un intérêt également. Et puis après je vais vivre des projets commissionnés à côté et je vais faire attention à une chose, c'est que les projets commissionnés qui sont le plan B, donc c'est même si j'aime ça, mais je vais faire attention que ça ne devienne pas le plan A et que ça m'empêche de faire mes propres projets. J'ai quitté la créa graphique dans laquelle je m'éclatais pour aller vers la photo pour mes propres projets. Donc je vais faire attention à ce que ces projets commissionnés, même si je m'y éclate, ne m'empêchent pas de me faire mes projets perso. Tu essaies de garder le contrôle en fait sur ce que tu veux faire. Ouais, voilà, ouais. Je veux faire ce que je souhaite et même si je gagne moins, je m'en fous.
C'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre, bien évidemment, d'avoir suffisamment pour vivre et de me faire plaisir dans mes projets. Si on parle d'un point de vue communication, c'est quoi la place de la communication dans ton travail? Parce que tu es plutôt assez présent sur un peu tous les réseaux et tu te communiques plutôt bien. Est-ce que aujourd'hui ça pèse un petit peu dans ton activité? Non. C'est compliqué. D'abord parce qu'il y a plein de strates. Et ça, je m'en étais rendu compte quand mes 2 séries étaient sorties, La vie ordinaire d'un homme invisible et Un jour mon enfant tu seras. Les réseaux sociaux s'en étaient emparés. Donc c'était en 2012-2013. Et donc ça y avait moins de réseaux qu'aujourd'hui, mais malgré tout, les réseaux s'en étaient emparés. Ça avait fait le tour du monde, mais véritablement. Et donc c'était une strate. Et c'est une strate qui m'a fait une visibilité, mais qui m'a pas rapporté de business. Donc ça m'a rapporté peut-être un petit peu, parce qu'après, il y a une galerie qui m'a reconnu et qui m'a ramené dans une autre strate. Et donc c'est très compliqué. La communication sur les réseaux et autres, c'est très compliqué. Et puis, c'est pas notre job. Enfin, il faut le faire, on est obligé, mais voilà. Donc, je le fais tant bien que mal, pas bien. Donc, j'essaie de communiquer. Pas si mal. Hein ? Pas si mal. Bon, tant mieux. C'est pas l'impression. Oui, je suis pas le plus autiste qui soit sur le domaine, c'est-à-dire que je le fais pas du tout. Mais je suis sûr que c'est pas comme ça. En tout cas, ça m'apporte pas grand-chose, si ce n'est le fait que on voit que je produis, que j'existe et que. Mais c'est pas suffisant. Pour qu'un collectionneur, c'est celui qui me connaît va me voir comme ça. Mais c'est pas suffisant. Après, ce qu'il faut, c'est des articles. Ça, c'est important. Peut-être quelqu'un qui bosse à plein temps justement pour t'obtenir tout ça. Bah ouais, mais ça, c'est voilà. Mais après, il faut le payer. Oui, si tu les rapportes, il les vaut. Voilà, un agent, un galeriste. Voilà, moi, j'ai des galeristes avec qui je travaille et qui font ce travail-là. Et effectivement, j'ai un agent avec qui je travaille en commissionné qui fait ce travail-là. Voilà, c'est nécessaire, mais c'est beaucoup de temps. Et puis, il ne faut pas non plus arriver à faire que ça. Non plus. Enfin, voilà, Côté photo commerciale, justement, alors ça tout se mélange un petit peu, mais comment te trouvent tes clients? Du coup, c'est par le côté art ou c'est pareil, tu as des agents qui s'occupent de toi? Alors, j'ai un agent. D'accord. J'ai un agent qui me représente. Mais avant ça, c'était d'abord par mon côté artiste, mes photos d'art, bien sûr, qu'ils ont pu voir justement, soit dans des galeries, soit dans des publications, ce genre de choses. Et en fait, il s'est trouvé que dans des boîtes de pub, avant même que je sois en contact avec eux, ils me disaient oui, on connaît ton travail, on l'utilisait dans nos moodboards. Fallait m'appeler. T'es le deuxième à me dire ça en fait, que justement les agences de pub, les agences de com ont des moodboards et repèrent leurs photographes comme ça. En fait, ils sont très friands de tendance, ils sont très friands d'art. En fait, les DA et les directeurs de créa en agence, c'est des créas comme nous. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont consommateurs de culture, d'images, avec une finalité parfois autre. Mais c'est les mêmes que nous dans d'autres secteurs, ni plus ni moins. Et ils regardent, ils nous voient passer, ils nous repèrent, ils vont proposer à des clients parfois des images de nos travaux associés à d'autres, en disant on va aller vers des choses un peu similaires. Comme moi, quand je prépare un projet, je me fais un moodboard. Alors ça, c'est un sujet intéressant, le moodboard également. Tu me permets encore une petite digression? Vas-y. Le moodboard est une part essentielle dans le sens où on a un travail à réaliser, on veut aller vers quelque chose, et donc dans ce moodboard, on va y mettre des images références, on va y mettre des intentions. Alors, on est loin, on n'est pas en train de copier ou de plagier ni quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, ce moodboard, il est large. Moi, dans mes moodboards, j'ai de la littérature. Ça peut être la phrase d'un auteur, ça peut être une peinture. Encore une fois, je reviens sur les classiques. J'ai énormément de peintures classiques dans mes moodboards. J'ai de la photo, j'ai de l'illustration, j'ai un film. Donc le moodboard est une émotion, en fait, ni plus ni moins, qui va nous donner le thème sur lequel on va aller travailler. Et ce moodboard-là, il est pour moi, il est pour mon maquilleur, coiffeur, modèle. Comme ça, tout le monde va savoir un peu le propos. Et où on va. Exactement. Du coup, est-ce qu'on peut faire de la pub sans faire de l'art? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, puisqu'on passe par un moodboard et finalement la pub, quelqu'un d'extérieur peut penser que c'est un métier très technique, alors qu'en réalité, pas du tout, c'est un métier très créatif. Oui. Est-ce qu'un photographe qui n'est pas reconnu comme un artiste, qui n'a pas des projets artistiques,
peux faire une pub? En fait, c'est là où le plan B peut prendre le pas sur le plan A, c'est-à-dire que non, je pense pas en soi. Et d'ailleurs, tous les publicitaires sont c'est des créatifs et c'est vraiment des artistes. Alors parfois, plus ou moins, on a des pubs qui n'en sont, voilà, où on ressent pas le côté artistique, mais quand même globalement, moi, les plus grands artistes que j'aime sont aussi des publicitaires. Et du coup, ces gens-là ont... La pub a quand même cette force aussi de savoir employer, de savoir employer des artistes au service d'une communication. Mais on peut parler de Mouchat. Hein. Ça, c'est Alphonse Mouchat, premier peintre, à faire de la pub, décrié à l'époque en disant « mais tu pervertis ton monde en faisant de la réclame ». Mais ça, c'est très européen, c'est très vieux continent. Aux États-Unis, au Canada ou autres, avec toutes les critiques qui peuvent en découler, c'est des gens qui se sont affranchis de tout ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas de problème à communiquer. Et ce qui fait que tu peux avoir l'équivalent du magazine Étape Graphique. Tu vas le trouver dans les kiosques à journaux pour Monsieur Tout-le-Monde. La com n'est pas vulgaire. Alors qu'en France, historiquement, on considère que la publicité est vulgaire. Moi, je pense que le marketing, le mensonge, ça, c'est vulgaire. Maintenant, d'avoir une marque qui peut être noble aussi, il n'y a pas que des marques qui sont pas belles, et qu'on leur fasse une belle image, je vois pas où est le problème. Encore une fois, Mouchat, il a fait des images magnifiques pour des marques, et je trouve que c'est plutôt réussi. Dernière question de ce côté business. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui et combien de temps tu as mis à en arriver là? Alors moi, j'ai une reconversion professionnelle, parce qu'encore une fois, j'étais pas photographe, je suis photographe à plein temps depuis très peu d'années, 5 ans à peine. Donc oui, je gagne ma vie, je gagne correctement ma vie. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'il y a encore une fois plein de métiers différents dans la photo, il y a plein d'écritures différentes, qu'il y a de la place pour tout le monde. L'idée, on n'est plus dans les années 80 où on pouvait gagner très fastement, même il y avait des excès. Il y avait moins de monde aussi. Oui, voilà. Ouais. Bon, c'est de plus en plus difficile, c'est une réalité. Maintenant, la création reste là. Moi, mes enfants, j'ai ma fille qui fait des études d'art parce que vraiment c'est ce qui lui convient et donc faut qu'elle y aille. J'ai mon fils qui veut se lancer dans la musique parce que c'est ce qui lui convient et faut qu'il y aille. De toute façon, ce qui compte le plus, il faut gagner suffisamment sa vie. Hein. Après, ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Ouais. Dans les questions de conclusion, la première, c'est quel est le pire moment de ta carrière? Alors j'ai pas comme ça de moment. Je dirais non, ce qui est très très douloureux, c'est quand t'as pas une reconnaissance. Et justement, ça, c'est dans les travaux de commande et ça va remonter avant la photo. C'était par exemple quand tu fais une créa pour un client, une créa graphique pour une affiche, et on te dit j'aime pas. Et ça veut rien dire, j'aime pas. Va falloir en dire un petit peu plus, tu vois, le j'aime pas, c'est... En fait, ce qui est très douloureux dans notre travail, c'est qu'il peut être balayé d'un revers de la main. Si la personne est de bonne volonté, il peut te dire, ça, c'est parce que c'est pas l'état d'esprit que je voulais avoir, ou autre. Donc on peut avoir une incompréhension dans son travail, des fois, qui peut parfois être... un peu douloureux, parce que c'est vrai qu'il faut argumenter, quoi. On n'aime pas, pourquoi on pense que ça ne convient pas, et on argumente, et comme ça, on peut travailler, refaire quelque chose, et voilà. Donc, là, j'ai pas vraiment d'exemple sur le plus douloureux, mais voilà, quelque chose qui me revient, c'est ça. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? De la même façon, ça va pas être un moment précis, mais ça va être c'est un moment précis qui se reproduit à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire un projet, comme on est quand même nombreux, comme je te disais, tu as 20 personnes en face de toi, tu vas shooter, donc tu as quand même une boule au ventre, même si je commence à en avoir quelques-uns. Moi, j'ai toujours peur et je pense que cette peur, elle est saine et constructive. Et ce moment de plaisir, c'est quand je vois l'image se construire et que je la vois et que je commence à être satisfait. Et ça, c'est un moment de plaisir intense. Tu sais que tu as réussi ton coup. Ouais, c'est-à-dire que je suis satisfait, je suis heureux. Voilà, je suis heureux, moi, dans ma photo. Après, est-ce qu'elle plaira aux autres? Je vais repasser par des tas de phases. Je vais faire le yo-yo, je vais passer par des tas de phases haut, bas et autres. Mais à ce moment-là, je me fais plaisir. Et c'est tout ce pourquoi je fais ça. C'est pour que quand j'obtienne ce moment-là où j'ai les modèles en face de moi, j'ai construit la lumière, j'ai construit mon décor, ma mise en scène, j'ai toute mon équipe qui est là. Et là, je déclenche. Et c'est beau et ça me plaît. Et c'est un moment intense. Tout s'emboîte. Ah, c'est magnifique. C'est beau. La toute dernière question du podcast. Qui me recommanderais-tu pour un prochain épisode? Alors, j'aimerais te présenter Jean-François Verganti, qui est un photographe
de mode qui travaille depuis une cinquantaine d'années, qui travaille depuis 25 ans et qui a une carrière derrière lui qui est énorme, très complète, très professionnelle. Il a travaillé pour toutes les grandes marques et qui fait un travail superbe. Écoute, je prends note. Je crois qu'il est dans la porte à côté. Oui, il n'est pas loin. On a été le voir avant, hein. Je vous balance un secret. On a été dire bonjour avant et on a déjà fait connaissance, donc on va caler ça assez rapidement. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, moi, sur mon site, bien évidemment. Après, à la Galerie Bettina, mon travail est exposé à la Galerie Bettina à Saint-Germain-des-Prés. On peut me retrouver après sur certains événements artistiques. Bon, là, en ce moment, comme tout a été arrêté, c'est un peu compliqué, mais sinon, sur des foires d'art. Et puis, avec Fuji, encore une fois, Profoto et Epson. Je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode pour te retrouver facilement. Instagram et Facebook aussi. Et Instagram également, je rajouterai Facebook. Ouais. Et puis comme ça, les gens qui voudront pourront te suivre à l'avenir. Je vous encourage à le faire. Il y a des très belles choses à découvrir dans les feeds de Malo. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup, Julien. À très bientôt. Je pense qu'on se croise. On croise les doigts pour qu'il y ait un salon de la photo cette année et qu'on se verra là-bas. On essaiera d'organiser quelque chose d'un peu sympa. Ah ouais, ça sera avec grand plaisir. Merci, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à la visibilité du podcast. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.